Mon beau-père a secrètement fait emménager sa fille et sa famille dans mon appartement, jetant mes affaires dans le garage. Il haussait les épaules et disait, « Elle mérite cet appartement plus que toi. » Pour aggraver les choses, maman a pris leur parti. Alors, j'ai réagi de cette façon. Je m'appelle Chloé Dubois et à 25 ans, je vivais dans un appartement de fonction exiguë sur la Côte d'Azur, troquant les rues familières de ma ville natale de Lille contre une mission temporaire qui promettait de propulser ma carrière. L'appartement est fonctionnel mais stérile, rien à voir avec le confortable 4 pièces dont j'ai hérité de mon père chez moi. Papa est mort dans un accident d'avion juste un an après la fin de mes études universitaires. La nouvelle m'a frappé de plein fouet, un instant il m'envoyait des SMS concernant son voyage d'affaires, et l'instant d'après, son nom figurait sur une liste de passagers aux informations. Il m'a laissé son appartement et assez d'argent pour m'assurer une stabilité, quelque chose qu'il s'était toujours soucié de m'offrir après le divorce de mes parents quand j'avais 13 ans. Le divorce n'a pas été compliqué, juste triste. Papa a déménagé dans son propre appartement tandis que maman et moi sommes restés dans notre maison familiale. Je rendais visite à papa le week-end et pendant 2 ans, nous nous sommes installés dans un nouveau rythme. Puis maman a rencontré Rémi. Rémi n'était pas terrible, il était juste là, prenant la place qui nous appartenait autrefois. 2 ans après le divorce, maman s'est remariée et Rémi a emménagé. 1 an plus tard, quand j'avais 16 ans, ils ont eu un fils, mon demi-frère Léo. Chloé, pourrais-tu surveiller Léo pendant que nous sortons ce soir, est devenue la phrase la plus fréquente de maman à mon égard. Pas, comment s'est passée l'école, ou, comment te sens-tu, juste des demandes liées à sa nouvelle famille. Puis il y avait Manon, la fille de Rémi de son premier mariage, de 10 ans mon aînée. Elle était déjà mariée avec un bébé quand nos parents se sont mis ensemble. Elle venait fréquemment avec son mari Marc et leur enfant, et maman s'extasiait devant eux comme s'ils étaient de la royauté. J'avais 17 ans la première fois que j'ai réalisé que j'étais devenu une pensée secondaire dans ma propre maison. C'était Noël, et Manon était en visite avec sa famille. Maman avait transformé ma chambre en chambre d'amis pour eux, déplaçant mes affaires dans le bureau plus petit sans me demander. C'est juste pour les vacances, a dit maman, sans me regarder dans les yeux. Manon a besoin de place pour le berceau du bébé. J'ai hoché la tête et n'ai rien dit, mais quelque chose a changé en moi. Quand j'ai eu 18 ans et que je suis parti à l'université à Paris, payé par papa, pas par maman et Rémi, je rentrais rarement à la maison, sauf pour l'anniversaire de maman. L'appartement de papa est devenu ma vraie maison pendant les vacances, et sa mère, ma grand-mère Evelyne, est devenue mon roc. Après la mort de papa, grand-mère et moi nous sommes encore plus rapprochés. J'ai emménagé définitivement dans l'appartement de papa et j'ai essayé de reconstruire une relation avec maman, lui rendant visite occasionnellement et apprenant à connaître Léo, qui devenait un enfant curieux et énergique. Je ressentais toujours une pointe de douleur quand Manon venait avec sa famille grandissante, maintenant avec 2 enfants, et qu'il restait dans mon ancienne chambre. Maman s'illuminait toujours autour d'eux d'une manière qu'elle ne faisait jamais avec moi. Il y a 6 mois, j'ai obtenu la mission qui m'a emmené à l'autre bout du pays. Avant de partir, maman a proposé de m'aider à louer mon appartement. Ça pourrait rapporter un peu d'argent supplémentaire pendant ton absence, a-t-elle suggéré autour d'un café. Non merci, ai-je répondu fermement. Je ne veux pas d'inconnus qui y vivent. Maman a pincé les lèvres mais a hoché la tête. Eh bien, je garderai un œil dessus pour toi. J'ai toujours le double des clés que tu m'as données l'année dernière. La vie dans le logement de fonction était solitaire mais gérable. J'appelais grand-mère Evelyne chaque semaine et nous parlions de tout et de rien. L'appel de jeudi dernier a tout changé. Chloé. La voix de grand-mère était différente, plus tendue, hésitante. Je ne suis pas du genre à cancaner, mais Marguerite Dubois de mon club de belote habite dans ton immeuble, et elle a mentionné quelque chose qui m'a inquiété. Mon estomac s'est noué. À propos de mon appartement? Autre pause. Marguerite dit que Manon et sa famille ont emménagé peu après ton départ. D'après elle, ta mère et Rémi les ont aidés à emménager. La trahison m'a fait l'effet d'une douche froide. Ça ne peut pas être vrai, ai-je dit, mais alors même que les mots sortaient de ma bouche, je savais que c'était exactement le genre de choses que maman ferait. Je suis désolé, ma chérie. J'ai pensé que tu devais savoir. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé maman, forçant ma voix à rester désinvolte. Salut maman, je prends juste des nouvelles. Est-ce que tout va bien avec mon appartement? Oh oui, tout va bien, répondit-elle trop vite. Comment va le travail? Super, en fait.
J'ai une vieille amie de fac qui a besoin d'un endroit où loger. Je lui ai dit qu'elle pourrait peut-être utiliser mon appartement. Elle passera te prendre la clé. La panique dans sa voix fut immédiate. Oh Chloé, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu as toujours dit que tu ne voulais pas d'inconnus chez toi. Quelque chose pourrait être endommagé, et tu es si méticuleuse avec tes affaires. Maman, les jeux coupés, ma patience ayant lâché. Je sais que Manon et sa famille vivent dans mon appartement. Le silence a tout confirmé. Chloé, dit-elle finalement avec un soupir. Oui, c'est vrai. Mais ils n'avaient nulle part où aller. Leur propriétaire a vendu leur immeuble, et avec le marché immobilier. Tu as fait ça dans mon dos, les jeux interrompus. Tu savais que je ne voulais personne qui y reste. Manon n'est pas n'importe qui, rétorqua maman. C'est la famille. C'est la fille de Rémi. Elle n'est rien pour moi. Ne sois pas puérile, Chloé. C'est temporaire. Tu n'utilises même pas l'appartement en ce moment. Je veux qu'il parte aujourd'hui. Et je veux que tu donnes mon double de clé à grand-mère. La voix de maman s'est durcie. Manon restera aussi longtemps qu'elle en aura besoin. Tu n'as pas besoin de l'appartement en ce moment de toute façon. C'est mon appartement, maman. Je dois y aller, dit-elle froidement et raccrocha. J'ai rappelé immédiatement, mais elle n'a pas répondu. J'ai essayé le numéro de Manon, directement sur la messagerie vocale. Je faisais les 100 pas dans mon minuscule appartement de fonction, la rage montant à chaque pas. 6 mois à payer les charges d'un appartement que je n'utilisais pas, pour découvrir que ma mère y avait fait emménager sa belle famille dans mon dos. J'ai repris mon téléphone et appelé mon patron, François. C'est Chloé. Je dois demander un transfert de retour au bureau principal. C'est une urgence familiale. François n'a pas posé de questions. Je m'étais montré suffisamment précieuse pour que, lorsque j'ai dit que je devais rentrer chez moi, il approuve en moins d'une heure. Le vol de retour m'a semblé interminable. Chaque minute qui passait alimentait ma colère. Au moment où nous avons atterri, j'avais répété une douzaine de confrontations différentes dans ma tête, aucune ne se terminant bien. J'ai attrapé ma valise sur le carrousel et j'ai pris un taxi directement pour la maison de grand-mère Evelyne. Son visage s'est illuminé quand elle a ouvert la porte, mais l'inquiétude a rapidement remplacé son sourire. Chloé, je ne t'attendais pas si tôt. Elle m'a serré dans ses bras, son odeur familière de lavande et de café instantanément réconfortante. Je ne pouvais pas rester loin après ce que tu m'as dit. J'ai laissé tomber ma valise dans son entrée. J'ai besoin de voir ce qu'ils ont fait à mon appartement. Je vais d'abord nous faire du thé, insista-t-elle. Tu as l'air épuisé. Pendant qu'elle s'affairait dans la cuisine, j'ai appelé mon patron pour lui faire savoir que j'étais arrivé saine et sauve. Puis je me suis assise à la table de la cuisine de grand-mère, la regardant se déplacer efficacement dans le petit espace. As-tu parlé à maman depuis que tu m'as appelé, ai-je demandé. Grand-mère a secoué la tête. Annie et moi ne nous parlons plus depuis que ton père l'a quitté, dit-elle, posant une tasse fumante devant moi. Mais je suis passé devant ton immeuble hier. Leur voiture était là, et la tienne aussi. Ma voiture? J'ai failli m'étouffer avec mon thé. Celle que j'ai laissée dans le garage de maman? Grand-mère a hoché la tête d'un air sombre. Garée juste devant ton immeuble. Ils l'utilisent clairement sans ta permission. L'idée qu'ils utilisent mes affaires, mon appartement, ma voiture, sans permission, me faisait bouillir le sang. Après avoir fini mon thé, je me suis levé. J'y vais. J'ai pris un taxi jusqu'à mon immeuble, un ancien atelier d'artiste rénové avec des briques apparentées de grandes fenêtres. J'étais tombée amoureuse de l'endroit la première fois que papa me l'avait montré. Maintenant, debout dehors, je me sentais comme une étrangère. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage et j'ai marché dans le couloir familier jusqu'à l'appartement 307, mon appartement. Prenant une profonde inspiration, j'ai frappé fermement à la porte. Silence. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien, bien que j'aurais juré avoir entendu du mouvement à l'intérieur. Finalement, j'ai sorti mes clés et j'ai essayé de déverrouiller la porte, mais la clé ne tournait pas. La serrure avait été changée. Vous vous moquez de moi, ai-je marmonné, martelant à nouveau la porte. Je sais que vous êtes là. C'est mon appartement. Après 5 autres minutes à frapper sans réponse, j'ai abandonné et je suis retourné en trombe dans la rue, appelant un taxi pour me conduire chez maman et Rémi.
Leur maison de banlieue ressemblait exactement à ce qu'elle était il y a 6 mois, pelouse impeccable, étayée, la balançoire que Rémi avait construite pour Léo toujours debout dans le jardin. J'ai payé le chauffeur et j'ai marché d'un pas décidé jusqu'à la porte d'entrée, sonnant avec plus de force que nécessaire. Maman a ouvert la porte, son visage passant de la surprise à quelque chose de plus dur quand elle m'a vu. Rémi est apparu derrière elle, les bras croisés sur sa poitrine. « Chloé » dit maman d'un ton neutre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le dédain désinvolte dans son ton m'a stupéfié. « Ce que je fais ici ? J'habite ici, dans cette ville, dans mon appartement que tu as donné sans ma permission. Tu aurais dû rester où tu étais, répondit maman. Les choses se passaient bien. Bien pour qui, ai-je exigé. J'ai essayé d'entrer dans mon appartement, mais quelqu'un a changé les serrures. Rémi s'avança. Manon et Marc ont plus besoin de cet endroit que toi. Ils ont des enfants, Chloé. Tu n'es qu'une personne. Je l'ai regardé, incrédule. Ça n'en fait pas leur appartement. C'est le mien. Papa me l'a laissé. Et tu l'as laissé vide, rétorqua maman. Manon a perdu son appartement. Devions-nous les laisser à la rue? Tu aurais pu me demander, ou les aider à trouver un autre endroit, ou les laisser rester ici. Le visage de Rémi s'assombrit. Nous n'avons pas la place ici. D'ailleurs, Manon mérite cet appartement plus que toi. Elle a une famille à soutenir. Et ma voiture, ai-je demandé, me souvenant de ce que grand-mère m'avait dit. Celle que j'ai laissée dans ton garage avant de déménager? Rémi haussa les épaules. Nous l'avons donnée à Manon. Sa voiture est tombée en panne et elle avait besoin d'un moyen de transport pour les enfants. Je me suis tourné vers maman, espérant voir un signe de remords ou de compréhension, mais son expression est restée impassible. Tes affaires de l'appartement sont dans notre garage, dit-elle. Tu devrais les prendre maintenant, elle gêne. Elle gêne, ai-je répété, la voix creuse. Comme j'ai toujours gêné, n'est-ce pas? Maman a tressailli mais n'a rien dit. Je vais prendre un camion de déménagement, ai-je dit en sortant mon téléphone. En attendant l'arrivée du camion, je suis resté maladroitement dans leur allée, refusant l'offre peu enthousiaste de maman d'attendre à l'intérieur. Quand le camion est enfin arrivé, j'ai dirigé les déménageurs vers le garage, où des piles de cartons et mes meubles avaient été entassés à la va-vite. Où allons-nous, mademoiselle, demanda le chef déménageur. Je lui ai donné l'adresse de grand-mère. Pendant que les déménageurs chargeaient ma vie dans le camion, Léo est rentré de l'école. Son visage s'est illuminé quand il m'a vu. Chloé. Il a couru vers moi, mais maman l'a attrapé par le bras. Rentre et commence tes devoirs, lui dit-elle. Chloé est occupée. Son visage s'est affaissé, mais il a obéi, me jetant un regard incertain avant de disparaître dans la maison. Quand la dernière boîte a été chargée, je me suis tourné vers maman. Qu'est-ce que tu vas faire quand je reprendrai mon appartement? Parce que je le ferai. Ne crée pas de problème, Chloé, m'a-t-elle averti. Manon n'a nulle part où aller en ce moment. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu en montant sur le siège passager du camion de déménagement. En partant, j'ai aperçu maman qui regardait depuis le seuil de la porte, son expression indéchiffrable. Chez grand-mère, nous avons tout déchargé dans son garage. Quand les déménageurs sont partis, grand-mère a passé son bras autour de mes épaules. Et maintenant, demanda-t-elle doucement. J'ai regardé les cartons contenant ma vie, toutes les choses que papa m'avait laissées, tous les souvenirs et les moments emballés pour faire de la place à Manon et sa famille. Je trouverai une solution demain, ai-je dit. Pour l'instant, j'ai juste besoin de dormir. Cette nuit-là, allongé dans la chambre d'amis de grand-mère, j'ai pris ma décision. Il pensait que j'allais me laisser faire et accepter cela, comme j'avais accepté tant d'autres injustices au fil des ans. Mais pas cette fois. Cette fois, j'allais me battre. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin avec une détermination renouvelée. Après une douche rapide et un petit déjeuner avec grand-mère, je me suis assise à sa table de cuisine avec mon ordinateur portable, faisant des recherches sur les lois relatives aux locataires et les droits de propriété. Quel est le plan? Demanda grand-mère en remplissant ma tasse de café. Je vais à la gendarmerie, ai-je dit en fermant mon ordinateur portable. Manon et sa famille sont des squatteurs dans mon appartement. Ils utilisent ma voiture sans permission. Ça doit être illégal. J'ai appelé la gendarmerie locale et expliqué ma situation. L'officier qui a pris mon appel était compréhensif et m'a dit de venir déposer une plainte officielle. J'ai embrassé la joue de grand-mère et je suis sorti.
Au poste, j'ai rencontré l'officier Martin, une femme pragmatique et directe avec des yeux bienveillants. Je lui ai montré ma carte d'identité, l'acte de propriété de mon appartement et la carte grise de la voiture, tous heureusement stockés sur mon compte cloud. Elle a hoché la tête, tapant des notes sur son ordinateur. C'est clairement une utilisation non autorisée de votre propriété. Nous vous escorterons sur les lieux et vous assisterons pour l'expulsion. Un soulagement m'a envahi. Quand pouvons-nous faire ça? Je peux envoyer des officiers avec vous aujourd'hui. Donnez-moi une heure pour organiser ça. J'ai passé cette heure à appeler mon patron pour le tenir au courant de la situation et à boire du mauvais café du distributeur automatique du poste. Fidèle à sa parole, l'officier Martin est revenu avec un autre officier, un homme grand nommé Leroy. Prête, demanda-t-elle. Nous avons pris des véhicules séparés, j'ai pris un taxi puisque ma voiture était toujours en possession de Manon, et nous nous sommes retrouvés devant mon immeuble. Pendant que nous montions au 3e étage dans l'ascenseur, mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. L'officier Martin a frappé fermement à la porte de mon appartement. Police, veuillez ouvrir la porte. Après un long moment, j'ai entendu des bruits de pas à l'intérieur, puis la voix d'un homme. Marc, le mari de Manon, a appelé, de quoi s'agit-il? Monsieur, veuillez ouvrir la porte, répondit fermement l'officier Leroy. La porte s'est entr'ouverte et le visage de Marc est apparu, ses yeux s'écarquillant quand il m'a vu debout entre les officiers. Qu'est-ce que tu fous, Chloé, lança-t-il. Veuillez ouvrir complètement la porte, monsieur, ordonna l'officier Martin. Marc ouvrit la porte à contre-cœur. Derrière lui, Manon se tenait dans mon salon, un enfant sur la hanche et l'autre jetant un coup d'œil derrière ses jambes. L'appartement, mon appartement, était jonché de leurs affaires. Des jouets jonchaient le sol, des meubles inconnus avaient remplacé certains des miens, et les murs qui avaient été autrefois d'un gris doux étaient maintenant peints d'un jaune vif. Chloé, dit Manon froidement. Tu aurais dû appeler avant. Appeler pour entrer dans mon propre appartement dans lequel vous vivez illégalement? Je n'ai pas pu retenir la colère dans ma voix. L'officier Martin s'avança. Madame, cet appartement appartient légalement à Madame Dubois. Vous l'occupez sans son autorisation. Le visage de Manon rougit. Sa mère nous a donné la permission. Nous n'avons nulle part où aller. Nous avons des enfants, dit-elle en faisant rebondir le bambin sur sa hanche pour insister. Ce n'est pas légalement suffisant, expliqua l'officier Leroy. Seul le propriétaire peut accorder une permission de résidence permanente. C'est ridicule, intervint Marc. Nous vivons ici depuis des mois. Nous avons fait des améliorations. Des améliorations que je n'ai jamais demandées ni approuvées, ai-je rétorqué en regardant les murs jaunes criards. L'officier Martin s'adressa fermement à Manon et Marc. Vous devez quitter les lieux immédiatement. Madame Dubois est la propriétaire légale et n'a pas consenti à votre résidence ici. Et nos affaires, demanda Manon. Nous ne pouvons pas tout laisser comme ça. Vous pouvez emballer les articles essentiels maintenant, dit l'officier Leroy, et prendre des dispositions pour retirer le reste dans les 24 heures. Le visage de Manon se décomposa, les larmes montant à ses yeux. Nous avons 2 enfants. Où sommes-nous censés aller? Elle se tourna vers moi. Comment peux-tu faire ça à la famille? Ces mots ont allumé quelque chose de féroce en moi. Famille? Vous n'avez jamais été ma famille, Manon. Vous étiez juste les gens qui ont accaparé l'attention de ma mère, ma chambre, et maintenant mon appartement et ma voiture. Vous m'avez assez pris. Manon se mit à pleurer bruyamment, ce qui déclencha les pleurs de ses 2 enfants. Tu es sans cœur. Comme ton père l'était. N'ose pas parler de mon père, dis-je, ma voix dangereusement calme. Maintenant, prenez vos affaires et sortez de mon appartement. Et laissez les clés de ma voiture sur le comptoir. Marc passa son bras autour de Manon. Viens, Manon. Prenons juste ce dont nous avons besoin et allons chez ton père. Nous allons arranger ça. J'ai regardé depuis le seuil de la porte pendant qu'ils emballaient précipitamment des vêtements et des jouets dans des valises, Manon me lançant des regards venimeux entre 2 sanglots. Les officiers sont restés à l'intérieur, s'assurant qu'il n'y avait aucun dommage à ma propriété pendant leur emballage hâtif. 1 heure plus tard, ils étaient prêts à partir. Manon est passée devant moi sans un mot, ses enfants la suivant. Marc a laissé tomber les clés de ma voiture sur le comptoir avec un cliquetis. Nous avons repeint l'endroit, réparé le robinet qui fuyait dans la salle de bain et remplacé le lave-vaisselle cassé, dit-il amèrement. De rien. Après leur départ,
les officiers m'ont demandé si je voulais porter plainte pour l'utilisation non autorisée de mon véhicule. Non, ai-je dit après un moment de réflexion. Je veux juste récupérer ma vie. Ils ont hoché la tête et m'ont remis des documents à signer confirmant que j'avais repris possession de ma propriété. Après leur départ, j'ai marché lentement dans mon appartement, observant tous les changements. Outre les murs jaunes, ils avaient remplacé mon canapé confortable par un canapé à fleurs de mauvais goût, réorganisé entièrement la cuisine et transformé mon bureau à domicile en chambre d'enfant. En entrant dans la salle de bain, j'ai remarqué quelque chose sur le miroir. Écrit au rouge à lèvres rouges, il y avait un seul mot, ordure. J'ai regardé mon reflet derrière les lettres grossières. Il y a 6 mois, j'aurais peut-être pleuré. J'aurais peut-être culpabilisé d'avoir délogé Manon et sa famille. Mais maintenant, tout ce que je ressentais était une froide résolution. J'ai attrapé une serviette en papier, je l'ai mouillée et j'ai commencé à effacer le rouge à lèvres. Quand le miroir fut propre, je suis allé à la fenêtre du salon et j'ai regardé la rue. J'ai vu Marc charger la dernière de leurs valises dans leur voiture, pas ma voiture, qui était toujours garée à proximité, mais un autre véhicule qui devait appartenir à maman ou à Rémi. Manon était assise sur le siège passager, le visage rouge et bouffi par les pleurs. Quand ils sont partis, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Les jours suivants sont passés dans un flou d'activité. J'ai engagé un serrurier pour changer toutes les serrures, programmer des nettoyeurs professionnels et organiser le déménagement de mes affaires depuis le garage de grand-mère. Les murs jaunes ont été les premiers à disparaître. J'ai passé une journée entière à appliquer une sous-couche et à les repeindre dans le gris doux que j'aimais. Pendant que je travaillais, mon téléphone sonnait constamment. Maman a appelé au moins une douzaine de fois le premier jour, puis Rémi, puis même Manon. Je les ai tous ignorés, me concentrant plutôt sur la reconquête de mon espace et de ma santé mentale. Ce n'est que lorsque grand-mère a appelé que j'ai répondu. Manon et sa famille restent chez ta mère, m'a-t-elle informé lors d'un de nos appels. Annie m'a appelé, furieuse, mais je lui ai raccroché au nez. Bien joué, ai-je dit, en équilibre sur une échelle avec un rouleau à peinture à la main. J'ai presque fini d'effacer toutes leurs traces de mon appartement. Le 3e jour après l'expulsion, alors que je rangeais mes livres sur leurs étagères, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était maman. Contre mon meilleur jugement, ai-je répondu. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé, sans m'embarrasser de politesse. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur, exigea-t-elle, la voix perçante. La jeter, elle et ses enfants innocents, à la rue. J'ai posé le livre que je tenais. Premièrement, Manon n'est pas ma sœur. Deuxièmement, je n'ai jeté personne à la rue. Ils restent chez toi, ce qui aurait dû se passer en premier lieu. Ils ne peuvent pas rester ici à long terme. Cette maison n'est pas assez grande pour nous tous. Ce n'est pas mon problème, maman. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de leur donner mon appartement sans me le demander. Tu es égoïste, cracha-t-elle. Manon a plus besoin de cet appartement que toi. Grand-mère Evelyne va bientôt mourir, et alors tu hériteras aussi de sa maison. Tu pourrais facilement donner ton appartement à Manon et sa famille. C'est de ça qu'il s'agissait, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Tu penses que je vais hériter de trop, alors tu as décidé de redistribuer ma propriété sans mon consentement? Ne sois pas dramatique, Chloé. Nous parlons de famille, ici. Non, maman. Nous parlons de ma propriété que papa m'a laissée. Et pour mémoire, ce que grand-mère décide de faire de sa maison, ce sont ses affaires, pas les tiennes. Il y eut une pause avant que maman ne reprenne la parole, sa voix soudainement conciliante. Écoute, Chloé, peut-être que nous avons mal commencé. Pourquoi ne viens-tu pas dîner ce soir? Nous pouvons en discuter comme des adultes. Léo te manque. La mention de mon petit frère m'a serré le cœur, mais je me suis endurci. Le moment de discuter, c'était avant que tu ne donnes mon appartement et ma voiture. J'ai fini de parler de ça, Chloé. Et j'en ai fini avec toi aussi, ai-je dit, les mots sortant avant que je puisse les arrêter. Ne m'appelle plus. Ne viens pas à mon appartement. C'est fini entre nous. Tu ne le penses pas, dit maman, mais sa voix vacilla. Si. Dis à Léo que je l'aime, et quand il sera plus grand, il pourra me contacter s'il le souhaite. Mais toi, Rémi, Manon, vous n'êtes plus ma famille. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et j'ai bloqué son numéro, ainsi que ceux de Rémi et Manon. Puis je me suis assise sur mon canapé fraîchement restauré et j'ai pleuré. Pas pour les relations que je terminais,
mais pour les années que j'avais passées à essayer de les faire fonctionner. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de coups à ma porte. En regardant par le Judas, j'ai été surprise de voir mon patron, François. « Bonjour », dit-il quand j'ai ouvert la porte. « J'ai pensé venir prendre de tes nouvelles. Ça te dérange si j'entre ?» Pendant que je préparais une nouvelle cafetière, François se promenait dans mon salon. Bel endroit. Bien mieux que ce placard dans lequel il t'avait mis à Nice. J'ai souri malgré moi. Merci. C'était à mon père. Autour d'un café, je lui ai raconté toute l'histoire, le divorce, le remariage de maman, la mort de papa et le récent drame de l'appartement. Il a écouté sans interrompre, son expression pensive. Alors, dit-il quand j'eus fini. Es-tu prête à revenir travailler? Tu as manqué au bureau principal. Oui, en fait. J'ai besoin de me changer les idées. François a hoché la tête. Bien. Il y a un projet pour lequel je pense que tu serais parfaite. Ça commence lundi. Après son départ, j'ai appelé grand-mère et je l'ai invitée à dîner. Pendant que nous mangions, je lui ai parlé de ma conversation avec maman. Je l'ai complètement coupée de ma vie, ai-je admis. Peut-être que ça fait de moi une personne horrible. Grand-mère a tendu la main par-dessus la table et m'a serré la main. Ça fait de toi une personne avec des limites, ce que ta mère n'a jamais respecté. Ton père comprendrait. Je me sens mal pour Léo, cependant. Il comprendra quand il sera plus grand, m'a assuré grand-mère. Et s'il ne comprend pas, c'est son choix. Des mois ont passé. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, j'ai reconstruit mon appartement exactement comme je le voulais et j'ai passé les week-ends avec grand-mère. J'ai appris par elle que Manon et sa famille avaient trouvé un appartement en location après être restés chez maman et Rémi pendant plusieurs semaines. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à cette nouvelle, juste du soulagement que le chapitre soit enfin clos. Un samedi matin au début de l'automne, je prenais mon petit déjeuner dans mon café préféré quand quelqu'un s'est glissé sur la chaise en face de moi. C'était Léo, son cartable sur une épaule. « Salut Chloé », dit-il prudemment. J'ai cligné des yeux, surprise. « Comment m'as-tu trouvé ?» Il haussa les épaules. « Maman a mentionné que tu venais souvent ici. J'ai vérifié tous les samedis pendant 3 semaines. Est-ce que maman sait que tu es là ?» Il secoua la tête. « Elle pense que je suis à l'entraînement de foot. »« Tu ne devrais pas lui mentir, » ai-je dit, même si mon cœur se réchauffait devant sa détermination à me voir. « Tu as dit que je pouvais te contacter quand je serai plus grand, » répondit-il. « J'ai 9 ans et demi maintenant. »« C'est plus grand, non ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. « Je suppose que oui. »« Tu veux un chocolat chaud ?» Alors que nous étions assis ensemble, Léo bavardant sur l'école et les amis, j'ai senti quelque chose en moi commencer à guérir. Je n'avais pas besoin de maman, de Rémi ou de Manon dans ma vie. Mais peut-être, juste peut-être, pouvais-je encore être une sœur pour ce garçon aux yeux vifs qui m'avait cherché malgré tout. « Est-ce que je peux revenir te voir samedi prochain ?» demanda-t-il alors que nous nous séparions. J'ai hoché la tête. Je serai là. Même heure, même table. En le regardant courir pour attraper son bus, j'ai pensé à la famille. Pas celle dans laquelle on est ou que l'on est forcé d'accepter, mais celle que l'on choisit de construire. La mienne était peut-être petite, juste grand-mère Evelyne, le petit Léo et moi, mais elle était réelle. C'était suffisant.